L'un des principaux romans d'Émile Zola, écrit vers 1875, se nomme Le ventre de Paris. Cette image désigne l'immense marché des Halles, installé au centre de la ville pour nourrir l'agglomération tout entière. Après plus de 85 ans, les Halles n'ont pas tellement changé d'aspect. Elles offrent, comme au temps de Zola, le spectacle d'une vie tumultueuse et grouillante. Nous sommes tout au début de la journée, mais les marchands, les bouchers, les commissionnaires, les acheteurs n'ont pas même attendu le lever du soleil pour aller à leurs affaires. Tous ces gens qui se croisent, qui se bousculent, qui se fraient un chemin parmi les voitures surchargées, se connaissent plus ou moins, car ils sont là chaque matin. Mais ils ont à peine le temps de s'apercevoir tant ils sont dévorés d'activité. Ils parcourent dans tous les sens la grande place où se dressent les halles centrales. Ils se retrouveront sous le bâtiment où sont installés les principaux pavillons. Ici s'accumulent de véritables montagnes de légumes. Ailleurs, c'est le secteur des viandes, transportées sur de robustes épaules. Un grand marché se tenait déjà dans ce quartier au Moyen-Âge, et les rues étroites et courtes ont conservé leur nom pittoresque d'autrefois, rue Aubry-le-Boucher, rue de la Petite Truanderie, rue de la Cossonnerie, rue de la Grande Truanderie, rue Pirouette. Ces hommes, au visage expressif et à la musculature vigoureuse, sont les représentants modernes d'une antique corporation, celle des Forts de la Halle, qui a conservé ses coutumes d'autrefois. Chaque année, le 1er mai, ils viennent avec leur reine et coiffés du chapeau traditionnel, offrir au président de la République le premier muguet de l'année. Mais les plus aimables traditions sont menacées par la vie moderne. L'encombrement permanent crée pour la circulation parisienne une gêne insupportable. Une décision a donc été prise, les Halles doivent déménager. Oui, dans 4 ans, elles seront transportées en banlieue. On ne verra plus ces détritus, ces épluchures, ces ordures, offensantes pour l'œil, comme pour l'hygiène, et qu'il faut déblayer à grands frais chaque jour. On ne peut pas le regretter, sans doute. Ainsi disparaîtra pourtant l'âme de ce vieux quartier dont le héros du ventre de Paris découvrait à la fois le pittoresque et le mystère. Il songea, écrit Zola, à quelques villes étranges, avec ses quartiers, ses villages, ses promenades et ses routes, ses places et ses carrefours, mais tout entière sous un hangar, un jour de pluie, par quelque caprice gigantesque. L'ombre sommeillant dans les creux des toitures multipliait la forêt des piliers, élargissait à l'infini les nervures délicates, les galeries découpées, les persiennes transparentes. Et c'était, au-dessus de la ville,
jusqu'au fond des ténèbres, toute une végétation, toute une floraison, monstrueux épanouissement de métal, dont les tiges qui montaient en fusée, les branches qui se tordaient et se nouaient, couvraient un monde séculaire. Le monde des Halles était bien fait pour inspirer un écrivain comme Zola, qui s'est proposé de peindre la société sous les aspects les plus crus et même les plus vulgaires. Sa doctrine littéraire se nomme le naturalisme, et ce mot marque la volonté d'être fidèle à la nature, c'est-à-dire de représenter les choses telles qu'elles sont. Certes, les écrivains classiques avaient cherché la vérité eux aussi, mais c'était une vérité psychologique. La nature extérieure, le monde extérieur ne les intéressait pas. Quant aux romantiques, ils ont souvent embelli cette réalité extérieure pour la rendre plus émouvante. Le naturalisme marque une double réaction qui correspond d'ailleurs à l'esprit de toute une époque. Les dessinateurs ont fixé à leur manière les aspects sordides ou inquiétants du Paris décrit par le romancier. Ces images illustrent L'Assommoir, l'un des chefs-d'œuvre d'Émile Zola. Des portraits ou des caricatures font revivre pour nous le visage et la silhouette de l'écrivain. Il est mort en 1902, après une vie de labeur intense, et ses cendres ont été transportées au Panthéon. Sa dernière photographie est celle d'un homme fatigué par les combats. Il était né 62 ans plus tôt dans le décor méridional de la Provence, où il aimait se retrouver. Mais la capitale l'avait de bonne heure attiré, et il s'était fixé rue Saint-Étienne-du-Mont, dans une modeste demeure. Le jeune Zola est ambitieux. Il rêve de gloire littéraire. Il envie les écrivains les plus illustres de son siècle. Victor Hugo, Balzac. En 1870, Victor Hugo est entré vivant dans la légende. Balzac, lui, est mort depuis 20 ans, mais il n'a pas été remplacé. Une caricature de l'époque montre Zola au garde à vous devant un buste du grand romancier. C'est qu'il voudrait bien écrire, lui aussi, une comédie humaine. Seulement, il cherche une formule nouvelle. L'idée lui vient d'emprunter leur méthode aux savants de sa génération, à Claude Bernard notamment, qui a insisté sur le rôle capital de l'expérience dans la recherche scientifique. Zola prétend créer le roman expérimental et introduire dans ses récits la rigueur scientifique du biologiste devant son microscope ou devant ses planches d'anatomie. Dans les 20 volumes des Rougon-Macquart, il décrit l'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Il donne même à cette famille un arbre généalogique. Bien entendu, ces personnages sont imaginaires, mais leurs aventures relèvent d'une observation implacable comme celle d'un homme de science. De longue date, les artistes ont été attirés
par la reproduction des tables servies, des nourritures entassées, des festins ou des beuveries. Au temps même de Zola, des images pleines de réalisme semblent illustrer le texte du ventre de Paris. Or, notre impression est bien la même aujourd'hui, lorsque nous fixons notre regard sur les étalages accumulés dans les pavillons des halles, devant les viandes de toutes sortes. Devant les lapins, les volailles et les gibiers qui s'entassent dans les bourriches et dans les cageots. Les acheteurs et les acheteuses discutent, échangent des remarques, sentent la marchandise, ou la palpent d'un air soupçonneux. Un personnage du roman partageait plaisamment la société en deux catégories qui ne pourront jamais se comprendre, celle des gras et celle des maigres. Ce système est évidemment simpliste, pourtant nous retrouvons des oppositions de ce genre lorsque nous observons cette clientèle ménagère. Maintenant, la vente est terminée. Les déchets du marché sont engouffrés dans des camions. Et les halles connaîtront un calme relatif jusqu'au lendemain. Dans d'autres secteurs de l'agglomération parisienne se trouvent des usines, comme en a décrit Zola encore, car l'un des premiers dans la littérature française, il s'est intéressé à la population ouvrière, dont le développement commençait à poser des problèmes nouveaux. Il a donc peint des cités industrielles, avec leurs bâtiments immenses et inhumains, leurs cheminées lugubres, et toute leur tristesse déprimante. Il a observé les ouvriers au travail, et notamment dans Germinal, au fond de la mine. Accablés par des conditions d'existence qui les incitaient à la révolte. Déjà se déroulaient à cette époque des cortèges où des panneaux, des cris, des mots d'ordre scandés par toute une foule manifestaient la volonté d'imposer un régime plus juste et plus humain. Cet intérêt de Zola pour les grands ensembles sociaux, ce talent pour décrire les masses, pourrait laisser croire qu'il obéit à une idéologie politique. Ce serait une erreur. Zola n'a pas voulu défendre des thèses. Il se considérait comme un pur romancier. Un moment est venu, pourtant,
où il a jugé à propos d'intervenir dans les luttes de son siècle. J'accuse. Ce titre énorme. Oui, Zola s'est dressé ce jour-là en accusateur. Il a envoyé une lettre ouverte au président de la République pour dénoncer la machination ourdie contre le capitaine Dreyfus, injustement condamné pour trahison. Cet acte courageux a préparé la réhabilitation de Dreyfus. Mais l'affaire a divisé le pays en deux camps violemment opposés. Zola a été calomnié par ses adversaires. Il a été condamné en justice. Mais, en contrepartie, ce tumulte autour de sa personne lui a valu des lecteurs de plus en plus nombreux. De plus en plus, on admira le souffle épique de son inspiration et le relief de ce style qui confère aux réalités les plus sordides une sorte de poésie élémentaire et puissante. Mais mieux vaut, pour s'en rendre compte, entendre quelques fragments du Ventre de Paris. Florent put croire qu'un banc de poissons venait d'échouer là, sur ce trottoir, râlant encore, avec les nacres roses, les coraux saignants, les perles laiteuses, toutes les moires et toutes les pâleurs glauques de l'océan. L'opale des merlans, la nacre des maquereaux, l'or des rougets, la robe lamée des harengs, les grandes pièces d'argenterie des saumons. C'était comme les écrins vidés à terre de quelques filles des eaux, des parures inouïes et bizarres, un ruissellement, un entassement de colliers, de bracelets monstrueux, de broches gigantesques, de bijoux barbares dont l'usage échappait. Dans le Ventre de Paris sont écrits encore d'autres pavillons où l'on vend le beurre et les œufs, le fromage. Il y a les meules de Gruyère que l'écrivain compare aux roues géantes d'un char barbare. Les fromages de Brie qui ressemblent à des lunes éteintes. Les camemberts. Tous ces fromages dont l'odeur est terrible à la gorge, comme une vapeur de soufre. Plus qu'aucun autre, Zola était sensible à ces impressions brutales qui saisissent le passant, qui le poursuivent, et qui, à la fin de la journée, semblent envahir lentement la cité. Le nuage de toutes ces haleines, note-t-il, s'amassait au-dessus des toitures, gagnait les maisons voisines, s'élargissait en nuées lourdes sur Paris entier. C'étaient les halles crevant dans leur ceinture de fonte trop étroite et chauffant du trop-plein de leur indigestion du soir le sommeil de la ville gorgée.